Dans les sables brûlants du Sahara nigérien, une ressource invisible façonne depuis plus d'un demi-siècle le destin d'un pays qui rêvait d'indépendance, l'uranium. Ce minerai stratégique, extrait au prix de la santé des populations locales et de paysages dévastés, alimente près de 70% de l'électricité nucléaire en France. Derrière ce paradoxe se cache une réalité dérangeante. Le Niger est riche, mais ses habitants restent pauvres. En 2023, sous la pression d'une opinion publique exaspérée, les militaires français quittent Niamey. Beaucoup y voient la fin d'une époque. Pourtant, malgré ce départ spectaculaire, la France continue de garder la main sur l'uranium nigérien. Comment est-ce possible ? Pourquoi un pays si riche en ressources reste-t-il prisonnier d'accords hérités de la colonisation ? Cette vidéo lève le voile sur une histoire que l'école et les médias évoquent à peine. Abonne-toi à Résistance africaine pour ne rien manquer des prochains épisodes sur l'indépendance réelle du continent. Tout commence dans les années 1950. Des géologues français, mandatés par le Commissariat à l'énergie atomique, sillonnent le Sahara. À Arlit et à Akuta, dans le nord du Niger, ils identifient des gisements immenses. En 1960, Niamey proclame son indépendance politique. Mais 2 ans plus tard, Paris revient avec des partenariats miniers. En 1968, naît la Société des mines de l'Aïr, Sommer, bientôt suivie par la compagnie minière d'Akuta, Cominac. Ces structures mixtes donnent l'illusion d'une coopération équilibrée. En réalité, elles sont contrôlées par le commissariat français, futur Areva, devenu aujourd'hui Orano. L'exploitation est conçue dès le départ pour sécuriser l'approvisionnement nucléaire de la France. Les prix et les quotas sont fixés à Paris. Niamey reçoit des royalties modestes, tandis que la majeure partie des bénéfices repart en Europe. Pendant des décennies, ce modèle se maintient. Les cargaisons quittent Arlit en convoi sécurisé, rejoignent Cotonou puis la France. Les habitants, eux, voient de leurs puits contaminés et leurs terres dégradées. Des études d'ONG montrent l'accumulation de déchets radioactifs à ciel ouvert. Les maladies respiratoires se multiplient, les cancers aussi, mais le sujet reste tabou. Dans les années 1990 et 2000, des voix s'élèvent, journalistes nigériens, militants locaux, ONG internationales. Greenpeace, Sherpa et d'autres publient des rapports détaillant l'écart abyssal entre les milliards générés et la misère d'Arlit. Pourtant, les gouvernements successifs du Niger, dépendant de l'aide et de la sécurité française, renouvellent les concessions. C'est la mécanique classique de la France-Afrique. Réseau politique, diplomatie, économie et parfois soutien militaire s'entrelacent pour maintenir un système où l'indépendance reste partielle. Puis vient le tournant de 2023. Un coup d'État militaire secoue le pays. Les rues de Niamey se remplissent de drapeaux nigériens et russes. La colère contre la présence française éclate au grand jour. Paris retire ses soldats de l'opération Barkhane et ferme sa base à Niamey. Les images font le tour du monde. Un avion militaire français s'envole, symbole d'un retrait historique. Dans les médias occidentaux, on parle d'un recul français. Mais dans les coulisses, rien ne change sur l'essentiel, les contrats miniers. Les mines d'Arlit et le gigantesque projet d'Imouraren restent sous contrôle majoritaire d'Orano. Les cadres techniques, les infrastructures logistiques et les circuits d'exportation continuent de passer par des réseaux français. La souveraineté politique est proclamée, mais l'économie demeure verrouillée. C'est la nouvelle France-Afrique de 2025. Moins de drapeaux, moins d'uniformes, mais autant d'influence économique. Sans une stratégie solide de diversification et de renégociation, Niamey reste dépendante de Paris pour écouler son uranium et obtenir l'expertise technique. Cette dépendance limite sa marge de manœuvre diplomatique et financière. Pendant que la jeunesse manifeste pour une véritable souveraineté, les flux financiers continuent de partir vers l'Europe. Les caisses de l'État se vident alors même que des tonnes de minerais quittent chaque mois le territoire. Pourtant, le Niger essaie de changer les règles du jeu. Depuis 2024, le gouvernement militaire annonce vouloir augmenter la part de l'État dans les sociétés minières et attirer de nouveaux partenaires, notamment chinois et turcs.
L'objectif affiché est de nationaliser partiellement l'uranium, comme l'a fait le Kazakhstan, et d'investir les revenus dans les infrastructures locales, routes, écoles, hôpitaux, énergie renouvelable. Mais ce bras de fer est inégal. Les contrats actuels contiennent des clauses juridiques qui protègent Orano et les investisseurs étrangers. Rompre unilatéralement ces accords expose Niamey à des poursuites internationales et à des sanctions économiques. La souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit patiemment par une stratégie cohérente et des alliances nouvelles. Pour les jeunes Africains, cette histoire est un miroir. Elle montre qu'une indépendance politique proclamée ne suffit pas si l'économie reste aux mains d'acteurs extérieurs. Elle montre aussi que l'information est une arme. Comprendre les mécanismes du commerce international, des prix, des contrats et des infrastructures permet de bâtir des alternatives. Ce n'est pas un hasard si, dans toute l'Afrique francophone, on redécouvre aujourd'hui des figures comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Ces leaders avaient compris que la bataille décisive était celle du contrôle des ressources. Leur message résonne plus que jamais dans une jeunesse connectée, impatiente et consciente. Le cas du Niger n'est pas isolé. L'uranium n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pétrole au Tchad, cacao en Côte d'Ivoire, coltan en RDC, or au Mali. Partout sur le continent, des contrats hérités des années 1960 structurent encore les économies. La différence aujourd'hui, c'est que la jeunesse refuse le statu quo. Sur les réseaux sociaux, dans les universités, dans la rue, une génération se lève pour exiger transparence et souveraineté. Cette prise de conscience peut transformer le rapport de force. Plus l'opinion publique connaît ces réalités, plus les dirigeants sont obligés de rendre des comptes et de négocier autrement. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as un rôle. Plus nous sommes nombreux à partager ces connaissances, plus il sera difficile de maintenir l'opacité autour des matières premières africaines. L'information circule, les tabous tombent, et c'est ainsi que naissent les changements profonds. Abonne-toi, commente et diffuse cette vidéo pour qu'un maximum de personnes comprennent ce qui se joue derrière les discours officiels. Chaque vue, chaque partage est un pas vers la lumière. En conclusion, l'histoire de l'uranium nigérien, après le départ des troupes françaises, montre que la fin d'une présence militaire ne signifie pas automatiquement la fin de l'influence. La France, à travers Orano et d'autres canaux, garde un pied solide dans le secteur stratégique de l'énergie. Le Niger tente de reprendre la main, mais le chemin est long et semé d'obstacles. Comprendre ces mécanismes est le premier pas vers une véritable indépendance économique. Si tu veux en savoir plus sur les ressources africaines, la France-Afrique et les stratégies de résistance, abonne-toi à Résistance africaine et active la cloche. Ensemble, faisons circuler l'information et bâtissons une conscience collective pour que les richesses de l'Afrique profitent enfin à l'Afrique.